La découverte de l'argent, cela a été comme l'explosion d'une bombe atomique. Voilà ce qu'écrit Svetlana Alexievitch dans La fin de l'homme rouge, un recueil de témoignages d'anciens citoyens de l'URSS. Dans les années 90, après la chute du bloc soviétique, les sociétés russes, ukrainiennes, biélorusses, kazakhs se retrouvent écartelées entre un désir effréné de consommation et la nostalgie du communisme, une époque de bandits et d'aventuriers qui entraîne la prospérité de quelques-uns et l'appauvrissement du plus grand nombre. Pour parler de l'économie, selon la journaliste et écrivaine biélorusse prix Nobel de littérature 2015 Svetlana Alexievitch, nous avons invité Galia Ackerman, historienne, essayiste, rédactrice en chef du média Desk Russie, co-directrice avec Stéphane Courtois de cet ouvrage, Le livre noir de Poutine, paru chez Robert Laffont en 2022. Également avec nous Françoise Dossé, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, membre du Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centra-asiatiques, et autrice de La Russie post-soviétique, parue à la Découverte en 2019, une émission préparée par Diane Devancet, Tina Young, Apolline Limosino, Léopold Thiévan et Inès Diander. Семейное положение. Муж погиб, детей пока нет. Situation familiale. Так, в Mon плену mari не a été были. tué. Pas d'enfant pour le moment. Так, родственников на Pas faite оккупированной prisonnière. территории. Pas de famille dans les territoires qui ont été occupés. D'après la Ну loi, что, je ne peux pas vous по закону refuser. могу вам отказать, но поскольку нет медицинского образования, Mais pas de я formation médicale donc, comme aide-soignante seulement. А сы, и вы откуда знаете? Et pour Iya, d'où la connaissez-vous? Воевали вместе. On a combattu ensemble. Подруги-зенитчицы. Amie Друг dans la другу DCA. комиссовали после контузии. А я Blessée, elle a осталась été renvoyée à l'arrière. на Берлин. Moi, je suis restée et j'ai marché sur Berlin. У него мальчишка погиб, знаете? Vous savez que son fils est mort? Donnez-lui de la compassion, du réconfort. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'enterrer ses enfants. Сочувствовали бы, успокоили. Вы не представляете, что такое хоронить своих детей. Bonjour Françoise Dossé et Galia Ackerman. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était un extrait d'Une grande fille, le film de Kantemir Balagov, librement adapté de l'œuvre de Svetlana Alexievitch. L'écrivaine est née en 1948 dans une famille frappée de plein fouet par la Seconde Guerre mondiale, Galia Ackerman. Oui, Svetlana est née dans un village biélorusse en 48. Donc c'était une période juste l'Union soviétique sortait de la guerre. Il faut dire que la Biélorussie a été particulièrement frappée par cette guerre parce que un quart de la population biélorusse et la moitié de tous les hommes du pays ont péri. Bon, bien sûr, dans ce nombre, entre aussi en partie les Juifs biélorusses qui ont été exterminés dans ce qu'on appelle la Shoah par balle. Mais quelle que soit la composition ethnique des gens qui ont péri, c'était une hécatombe pour ce petit pays. Donc, en Biélorussie, la sensibilité à tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait pour la période de 41 à 45, quand l'Union soviétique a participé à la guerre contre Hitler, et pas du côté de Hitler, ça s'appelait Grande Guerre patriotique. Et Svetlana Alexievitch est devenue célèbre en racontant la guerre telle qu'elle fut vécue par les femmes, Galia Ackerman. Oui, c'est une histoire assez intéressante parce que Svetlana a fait des études de lettres, de journalisme. Elle a travaillé dans des journaux biélorusses. Elle a écrit quelques nouvelles qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Et ensuite, c'est justement un écrivain qui a en quelque sorte inauguré un genre nouveau, Aleš Adamovich, qui lui a conseillé de se consacrer au recueil de ce qu'on appelle aujourd'hui mémoire orale, à savoir les témoignages, transcrire et transmettre les témoignages de gens. Et donc, elle a choisi un aspect qui n'a pas été traité dans la littérature soviétique, qui quand même avait tendance à héroïser
tout ce qui se passait à la guerre. Et donc Svetlana, en allant un peu à contre-courant, a essayé de montrer la guerre vécue par ces femmes, y compris des moments très tragiques. Elle-même, elle disait qu'elle ne s'intéressait pas à la grande histoire, et d'ailleurs ça ne s'est pas démenti dans ses autres livres, mais qu'elle écrivait une histoire de sentiments. Et donc ces sentiments de femmes qui ont vécu, étaient blessées, les proches étaient tués, étaient faites prisonnières, souffraient de toutes sortes de manques, y compris tout simplement de tampons ou d'autres moyens d'hygiène. C'était quelque chose qui était comme en effet une bombe parce que ça a brisé beaucoup de tabous. Et oui, et c'est un nouveau style en effet qui apparaît. Alès Adamovitch, pardon, cet écrivain biélorusse que vous avez cité, qui a incité Svetlana Alexievitch à collecter des témoignages sur la guerre, déclarait: l'époque de la fiction touche à sa fin, c'est désormais le temps du témoignage, le temps d'une supralittérature. C'est donc avec ce recueil de témoignages, La guerre n'a pas un visage de femme, que se fait connaître Alexievitch, un livre qui paraît en 1985, alors que démarre la perestroïka. Mikhaïl Gorbatchev arrive en effet au pouvoir cette année-là. En quoi consiste le programme de réforme qu'il met alors en place, Françoise Dossé? Oui, lorsque Mikhaïl Gorbatchev devient premier secrétaire de l'Union soviétique en 85, il arrive avec un projet de réforme de l'URSS qui n'est pas un projet, qui ne consiste pas à mettre fin à l'existence de l'Union soviétique. Son projet, c'est de réformer le système pour qu'il fonctionne mieux. Quand il prend le pouvoir, le système soviétique est un peu à bout de souffle, hein. L'économie fonctionne très mal. Le poids du complexe militaro-industriel pèse très lourdement sur l'économie du pays. C'est une économie de déficit. Les magasins sont mal achalandés, souvent vides. Et donc voilà, il y a une nécessité de réformer l'économie soviétique pour qu'elle fonctionne mieux. Et d'une certaine façon, le projet gorbatchevien se situe un peu dans la continuité du projet des réformes khrouchtcheviennes. En fait, redonner une partie de liberté un petit peu à la société, au monde économique pour améliorer les performances du système. Oui, il y avait déjà eu des tentatives de réforme dans les années 60 et 70, mais qui n'avaient pas fonctionné. Qu'est-ce qui change alors avec la perestroïka, Françoise Dossé? Alors la perestroïka, déjà, ce mot signifie reconstruction, donc c'est bien ça, reconstruire l'économie soviétique. Et l'autre mot d'ordre, c'est la glasnost, donc redonner une forme de transparence dans la prise de décision pour améliorer le fonctionnement économique du pays. Ce qui se passe en fait, c'est que Gorbatchev arrive donc avec ce projet, mais va être très vite dépassé en fait par les réformes qu'il lance, qu'il met en place. Et il va être dépassé de plusieurs côtés. D'un côté, il va être progressivement remis en question par les cercles les plus conservateurs, qui eux veulent un retour au brejnevisme, voire au stalinisme. Il va être dépassé par Boris Yeltsin, qui lui va porter un programme hyper libéral, va s'emparer en fait du programme libéral pour dépasser Gorbatchev. Et puis il doit faire face aussi à ce qui monte des républiques de l'Union soviétique, qui est la question nationale, la demande d'indépendance en fait qui émane des républiques qui composaient l'Union soviétique. Et donc voilà, ces réformes se heurtent à ces multiples obstacles, alors que Gorbatchev cherchait probablement une voie, disons une forme de troisième voie entre le système soviétique, l'économie planifiée et le capitalisme. Une forme de ce qu'on pourrait appeler une forme de socialisme à visage humain, ce qui rappelle aussi d'autres tentatives de réformes socialistes qui avaient eu lieu dans d'autres pays du bloc de l'Est. Et comment concrètement entend-il moderniser l'économie soviétique, Françoise Dossé? Alors la modernisation de l'économie soviétique, telle que la conçoit Gorbatchev, elle passe par cette volonté de redonner plus de liberté aux acteurs économiques et notamment en autorisant la création de ce qu'on appelle les coopératives, qui sont ces premières firmes qui sont ni semi-privées, semi-publiques, mais qui sont autonomes par rapport à l'État, en reconnaissant ce qu'on appelle l'activité économique individuelle, donc les petits entrepreneurs, puisqu'en fait l'économie soviétique très dysfonctionnelle en fait de la période brejnevienne
avait favorisé le développement de ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire tous ces petits boulots voilà, rémunérés comme ça de gré à gré. Et en fait, il y a une volonté d'institutionnaliser ce petit entrepreneuriat. Voilà, donc c'est par ces dispositifs de libéralisation partielle de l'économie. Oui, partielle, parce qu'il y a cette tentative aussi de libéralisation des grandes entreprises d'État, mais cela fonctionne encore moins, Françoise Dosé. Voilà, et en fait, en lieu et place, disons, de l'amélioration attendue, on va assister au fond à une désorganisation presque totale de cette économie soviétique très rigide, donc économie planifiée, fondée sur le fonctionnement de très gros conglomérats industriels. Et en plus, les réformes se déroulent dans un contexte très défavorable, en fait, du point de vue macroéconomique, hein, puisque les cours des matières premières, dans les années 80, sont très bas. Et donc, Gorbatchev réforme dans un contexte économique très contraint. Il ne peut pas s'appuyer sur les revenus du pétrole, notamment, pour moderniser son économie. On va revenir sur les facteurs déclencheurs de cette crise économique. Galia Ackerman, vous vouliez réagir? J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que en fait, il y avait, 3 slogans, c'est, perestroïka, glasnost et le troisième qu'on oublie souvent, s'appelait accélération. C'est-à-dire, Gorbatchev qui était probablement en partie une sorte de rêveur communiste, en tout cas, à ses débuts, au pouvoir, il pensait, et c'est là le lien entre ces 3 termes, il pensait qu'en donnant aux gens la liberté de critiquer ce qui se passe dans leurs entreprises, qu'on peut les inciter à travailler mieux, à évincer toutes sortes d'obstacles bureaucratiques, etc., etc. Simplement, de cette accélération, rien n'est sorti du tout, c'est pour ça qu'on la mentionne rarement. Quant à Glasnost, elle a donné des résultats tout à fait inattendus parce que Glasnost, dans l'entreprise, a toujours été mitigé, parce qu'il y avait quand même la direction, etc. Et donc, la critique dans l'entreprise, ça n'a pas donné de grands résultats non plus. Mais c'est la parole qui a commencé à se libérer à ce moment-là. Et Glasnost, en fait, très vite, c'est devenu plus de liberté, de critiquer plus généralement le système, mais surtout commencer à ouvrir, on peut dire, des tiroirs qui étaient fermés à clé pour parler de toutes sortes de sujets qui étaient strictement interdits, dont bien sûr, la Shoah, parce qu'on n'a jamais parlé de la Shoah, dont le Holodomor, dont le pacte germano-soviétique. La grande famine en Ukraine dans les années 30. Voilà. Et de la Seconde Guerre mondiale, même de la partie guerre patriotique, qui n'était pas aussi simple, aussi linéaire et aussi héroïque, etc. Et donc c'est là que s'inscrit l'œuvre d'Alexievitch. Elle a terminé son livre en 83. Elle n'a pu le publier qu'en 85 parce que en 83, ce n'était pas encore possible. Oui, la parole se libère et c'est l'économie la parole qui est... également. Mais la perestroïka débouche sur une crise économique, comme le raconte Svetlana Alexievitch dans La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement, un recueil de témoignages paru en 2013. Aujourd'hui, une retraite, ça suffit pas pour vivre. Moi, je me fais payer pour garder les enfants des autres. On me donne 3 fois rien, mais avec ça, je m'achète du sucre, de la mortadelle. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les retraites qu'on a ? Une fois qu'on a acheté du pain et du lait, on n'a même plus de quoi se payer des pantoufles. Ça suffit pas. Dans le temps, les vieux restaient tranquillement assis sur un banc dans la cour, à papoter. Mais plus maintenant. Il y en a qui ramassent des bouteilles vides dans les rues. D'autres qui se mettent devant les églises pour demander la charité. Ou alors ils vendent des graines et des cigarettes aux arrêts d'autobus, des tickets pour la vodka. Dans notre magasin, un homme s'est fait piétiner au rayon des alcools. Il en est mort. Maintenant, la vodka, ça coûte plus cher que vous savez là, leur dollar américain. Chez nous, avec de la vodka, on peut tout acheter. On peut avoir un plombier, un électricien. Sans ça, impossible de les faire venir. Ma vie est finie. Il n'y a que le temps qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. On aura beau pleurer toutes les larmes de son corps,
Dieu nous en vendra pas. Nous parlons de l'économie selon l'écrivaine et journaliste Svetlana Alexievitch en compagnie de la sociologue Françoise Dossé et de l'historienne Galia Ackerman. C'était une lecture par Diane Devancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Quels sont les effets de la perestroïka sur le niveau de vie de la population soviétique, Françoise Dossé? Alors en fait, le niveau de vie de la population diminue pendant la perestroïka, mais c'est surtout l'année 92 en fait qui marque la césure en termes économiques, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique, décembre 91, et l'accès, enfin voilà, l'arrivée de Boris Yeltsin au plein pouvoir en Russie. Mais est-ce que Dans les effets se font sentir avant cela, puisqu'on va en venir bien Voilà, sûr alors à la période des années voilà, 90? les effets se font sentir avant cela, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de l'économie de déficit, l'absence de biens de consommation dans les magasins qui vont favoriser effectivement le développement de cette économie informelle, de cette débrouille en fait, des gens qui vont essayer de survivre au quotidien et qui, pour survivre au quotidien, s'appuient aussi beaucoup sur la petite... les petits jardins, en fait, les jardins des dachas, où ils cultivent des pommes de terre, du chou, de quoi survivre, en fait, et face à la crise économique. Donc, effectivement, une situation économique qui se dégrade, même si les libertés démocratiques, elles, se déploient, en fait. Donc, c'est ce paradoxe, en fait, d'une économie de plus en plus, d'un appauvrissement de plus en plus fort de la société, qui, dans le même temps, bénéficie de libertés de plus en plus grandes et libertés démocratiques qui sont marquées par l'élection des députés le scrutin semi-libre en fait de 1989 pour l'élection des députés, puis l'élection de Boris Yeltsin à la tête de ce qu'on appelle la RSFSR, la République socialiste de Russie, avec des scores extrêmement, il est très très populaire à l'époque. Donc on est dans cette tension entre dégradation économique et acquisition de nouvelles libertés politiques. Et si la perestroïka n'a pas eu les effets escomptés dans les années 80, c'est à cause de la chute du prix du pétrole, mais aussi en raison du coût faramineux que représente la décontamination du site de Tchernobyl après l'explosion de la centrale en 1986, Françoise Dossé? Alors, je pense que les coûts, effectivement, liés à l'explosion de Tchernobyl sont très lourds, mais en même temps, c'est pas ça qui peut, dans son ensemble, expliquer les difficultés de l'économie russe. Les coûts de Tchernobyl sont d'abord des coûts humains, dramatiques. C'est-à-dire que voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est des territoires complètement pollués, voilà, tous les gens qui décèdent des suites de la radioactivité. Donc, je Un pense que million c'est de personnes qui y travaillent de 1986 à voilà, et 1991. qui vont subir les conséquences de cet accident nucléaire dramatique et dont le coût repose essentiellement sur deux États considérés à l'époque comme périphériques, qui sont la Biélorussie et l'Ukraine. C'est pas sur le territoire russe, faut le rappeler. Et donc, ce sont ces sociétés en fait qui essayent de s'affranchir précisément de la domination de Moscou, qui vont être très durement frappées par cette catastrophe. Galia Ackerman? Je pense que, en effet, la catastrophe de Tchernobyl a joué quand même un rôle parce que pendant quelques années, paraît-il, 20% du budget de l'Union soviétique allait pour justement les travaux de décontamination de ces territoires où vivaient 8 à 9 millions d'habitants. Donc, il y avait aussi le coût parce que il y avait 1 million essentiellement d'hommes, il y avait très peu de femmes parmi les liquidateurs et on leur payait quand même les triples salaires et toutes sortes de primes et il y avait un meilleur ravitaillement pour eux et tout ça, alors qu'ils ne produisaient rien. Vous voyez, donc ça avait quand même un coût. Maintenant, je pense que ce qui aussi a sapé très fortement l'économie soviétique, c'était le déclenchement de ce qu'on appelle la guerre des étoiles, c'est-à-dire c'était un programme tout à fait conscient, sciemment mis en œuvre par Ronald Reagan, qui visait à entraîner l'Union soviétique dans une course aux armements. Et cette course aux armements, c'était une très grosse charge pour le complexe militaro-industriel
soviétique, ce qui fait que là aussi, ça tirait l'économie ensuite, comme Françoise l'a dit, il y avait une conjoncture extrêmement défavorable parce que les prix du pétrole étaient bas. Et ça, d'ailleurs, aussi un peu sur les pressions exercées par Ronald Reagan sur les pays arabes notamment, parce que Ronald Reagan considérait que l'Union soviétique était un empire du mal, ce qu'il a probablement été, mais en tout cas, c'est la population Qui en a fait les frais. qui en a payé le prix. Et je rappelle juste une chose, rien que, je crois que c'était en 89, le prix du dollar a augmenté d'un seul coup le taux de change de 10 fois. Et c'était seulement l'un des signes de l'inflation qui ensuite est devenue, dans le tout début de la période post-soviétique, une hyperinflation avec 4000% en une année. Больше 30 лет я пишу историю вот этой страны, красной цивилизации, которая En fait, depuis существовала plusieurs années такое déjà, время. j'ai décrit l'histoire de cette civilisation rouge qui a existé. Пала эта Красная империя, и на этом огромном пространстве произошли тоже очень большие изменения. L'Empire rouge est tombé, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu sur Наивно в l'espace 90-е de годы cet мы empire. представляли себе, Dans les années 90, naïvement, on pensait qu'on allait arriver à une nouvelle vie, что эта жизнь будет похожа на те мечты, которые у que нас ça были, ressemblerait о которых мы à des мечтали rêves на русских кухнях. А qu'on оказалась совсем другая жизнь. qu'on avait lorsqu'on se réunissait dans les cuisines russes pour en discuter. Mais И поэтому это заключительная часть la вот этой réalité a été моей tout autre. длинной Donc, en fait, энциклопедии c'est un красной peu la цивилизации. conclusion de toute cette encyclopédie que j'ai écrite sur l'histoire de cette civilisation rouge. Voilà, Svetlana Alexievitch, invitée de la Grande Table sur France Culture le 5 septembre 2013. Quel est son projet dans La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, qui est paru en 2013 donc? Elle cherche à donner un visage à l'Homo soviéticus, Galia Ackerman. Vous savez, il faut quand même rappeler une chose. La fin de l'homme rouge, déjà, le titre a été donné par l'éditeur. Le titre russe, ça s'appelle Second Hand, c'est-à-dire comme si on revivait une deuxième fois, on remâchait la deuxième fois ce qui s'était déjà produit une fois. Ensuite, il y a encore une chose qui est importante de souligner, c'est que La fin de l'homme rouge est une sorte de réécriture, de remake d'un livre qui a été publié beaucoup plus tôt, presque 20 ans plus tôt, qui s'appelait Ensorcelé par la mort. J'ai même travaillé un peu dessus, c'est-à-dire on compare et on voit que la grande partie des textes qui font partie de l'homme rouge ont déjà été publiés dans Ensorcelé par la mort, donc c'est souvent simplement copier-coller. Parfois, il y a des parties ajoutées. On ne sait pas trop d'où viennent ces parties. Est-ce que c'est ce que Svetlana a enregistré, mais ensuite a coupé dans la première version et ensuite a ajouté? Est-ce qu'elle a recontacté ces gens? Est-ce qu'elle a ajouté d'elle-même? On ne sait pas. Ce que vous nous dites, c'est qu'elle prend beaucoup de liberté avec sa façon de retranscrire les témoignages qu'elle recueille. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'aime pas quand on l'appelle journaliste, parce que, vous savez, le journaliste a une certaine déontologie. La déontologie journalistique, c'est que, bien sûr, quand vous faites un entretien avec quelqu'un, ensuite, vous le transcrivez. Bien sûr, il faut travailler, il faut faire des coupes et il faut donner au texte une forme plus littéraire. Un texte écrit, c'est pas un texte oral. Mais elle-même se décrit-elle comme journaliste ou comme écrivaine? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est une erreur de considérer que ce sont des témoignages entièrement factuels. Bien sûr, c'est basé sur les témoignages, mais j'ai suffisamment travaillé avec elle, notamment j'ai traduit jadis La guerre n'a pas un visage de femme. Et j'ai à ce jour toutes les feuilles, parce qu'à l'époque, c'était pas encore une correspondance électronique. Donc pour vous, son œuvre se rapproche de la littérature plus que du journalisme. Pour moi, c'est entièrement la littérature. Vous savez, il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui sont basées sur les faits réels, etc., etc.
Elle orchestre les témoignages, elle change parfois même les noms de gens, c'est-à-dire elle peut fusionner deux personnages en un, etc. Et quel visage donne-t-elle à cet Homo soviéticus qu'elle cherche en un sens à définir dans La fin de l'homme Oui, rouge, mais Galia ce que Ackerman? je veux dire, c'est que en quelque sorte, il y avait un projet beaucoup plus simple quand elle a fait Ensorcelée par la mort, que ensuite quand elle a cherché à faire donc ce livre, La fin de l'homme rouge, qui malheureusement n'a pas pris fin, comme on le voit aujourd'hui. Le projet était très simple, comme elle l'a dit elle-même dans le texte, dans l'extrait que nous venons d'entendre. Elle a, Elle elle veut a été proposer une histoire à taille humaine. bouleversée elle-même par ce qui se passait, parce que c'est maintenant difficile d'imaginer. Vous savez, je vous donne mon vécu personnel. Mon père, pendant toute sa vie, a fait des économies. Il était très fier en 88 d'avoir ramassé 30 000 roubles, ce qui lui permettait d'avoir une fin de vie totalement serein pour lui et ma mère. Et en 92, c'était le prix d'une bouteille de Coca-Cola. Vous voyez, quel est le bouleversement des gens qui ont travaillé toute leur vie pour arriver à cela. Et donc, c'est ça qu'elle décrit, et c'est pour ça qu'il y avait la déception pour beaucoup de gens, à cause de la perte de l'argent, bien sûr, des économies, et aussi à cause pour beaucoup de la perte de leurs emplois, parce qu'il y avait des réductions très importantes dans le complexe militaro-industriel. Il y avait une désindustrialisation parce qu'il y avait beaucoup de production qui n'était pas rentable. Il y avait la réduction des effectifs dans l'armée, etc. Et donc les gens qui avaient, je ne parle pas déjà des gens qui s'occupaient du travail idéologique dans le Parti communiste, qui étaient très nombreux. Donc tous ces gens se sont retrouvés simplement sans travail. Et quand, disons, un officier qui a dignement fait une carrière dans l'armée rouge se retrouve à vendre les jeans dans un marché, c'est très humiliant. Et Alexievitch donne la parole à toutes ces figures, des ouvriers, des soldats, d'anciens cadres du parti, des intellectuels, des dissidents, des jeunes. Elle montre ce désespoir, le caractère désabusé de cette population, et surtout, elle recueille des témoignages auprès de la population de plusieurs pays, anciennes républiques soviétiques du RSS, Galia Ackerman. Ça, c'est un point important. Écoutez, la débâcle économique était la même partout. Simplement, elle était peut-être vécue encore moins bien, si j'ose dire, dans la Russie elle-même que dans les autres républiques qui avaient un certain projet de renaissance nationale, de libération d'une sorte de soft colonialisme qui était donc l'Empire soviétique. Mais la débâcle était partout, et il y avait en même temps, il ne faut pas dire que tout le monde en souffrait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de profiteurs de ce nouveau système. Alexievitch écrit: maintenant nous vivons dans des pays différents, nous parlons des langues différentes, mais on ne peut nous confondre avec personne, on nous reconnaît tout de suite, nous, les gens du socialisme. Nous sommes pareils à tous les autres et nous ne sommes pas pareils. Nous avons notre lexique à nous, nos propres conceptions du bien et du mal, des héros et des martyrs. Жить желаю не уютно,
biélorusse Molchat Doma. Sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, nous parlons de l'économie selon l'autrice biélorusse et prix Nobel de littérature 2015 Svetlana Alexievitch. La sociologue Françoise Dossé et l'historienne Galia Ackerman sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Cassandre Puel avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Jean-Guy Lamèche. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev prononçait son discours de démission dans son bureau du Kremlin. C'est Boris Yeltsin qui lui succède et celui-ci va alors lancer des privatisations et des réformes économiques beaucoup plus radicales, Françoise Dossé. Alors le début les réformes lancées par Boris Yeltsin se jouent au fond dans trois domaines et c'est ce qu'on a appelé la triple transition à l'époque. Et je pense que c'est important d'avoir le tableau d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement les réformes économiques, le passage au marché fondamental. Il y a aussi les réformes politiques, donc la démocratisation, le passage au pluripartisme, les élections libres, l'élection des gouverneurs et des maires. Donc ça, c'est la réforme démocratique. Et il y a aussi la question de la construction d'un État national dans des frontières qui ne sont plus celles de l'Union soviétique. Et donc c'est cette triple transition économique, politique, nationale qui se met en route et donc lancée par Boris Yeltsin et son équipe qui ont une vision extrêmement volontariste du changement, c'est-à-dire qu'ils veulent réaliser cette transition en un temps record. À l'époque, on a un projet de passage de l'économie planifiée à l'économie de marché en 500 jours. Donc quelque chose une volonté extrêmement rapide de transformer le pays et probablement si rapide en fait qu'elle mène très rapidement le pays et la société à la catastrophe, puisque ce à quoi on assiste, d'abord c'est une libéralisation des prix dès 92 qui va produire une inflation absolument gigantesque, ce qui a été rappelé par Galia Ackerman à l'instant, c'est-à-dire où les gens voient fondre littéralement leurs économies, c'est-à-dire qu'ils perdent tout quasiment en quelques mois, ils n'ont plus rien. Donc c'est une inflation massive. Et un programme ensuite de privatisation qui vise à d'abord privatiser le logement. Donc les gens deviennent propriétaires en fait de leur lieu d'habitation. Donc ça c'est une première étape. Et puis ensuite la privatisation des entreprises. D'abord les petites entreprises qui sont privatisées sous forme ce qu'on appelait à l'époque des vouchers, qui sont des bons de privatisation, qui sont distribués à la population. Et le projet derrière en fait c'était de créer une classe de petits propriétaires qui était supposé ensuite porter le projet démocratique, c'est-à-dire voilà, il y avait tout un modèle de transition et ce modèle de transition, il n'avait pas été élaboré pour la Russie précisément, c'est un modèle de transition qui d'abord avait été testé en Espagne et au Portugal après les dictatures et qui avait été testé, enfin ou mis en œuvre en Amérique latine, là aussi après les dictatures. Et donc il y avait l'idée d'un modèle un peu universel qui pourrait s'appliquer en différents lieux et on voit bien que ce modèle était complètement en fait inadapté au cas russe. Et notamment parce que dans le cas russe, on était à nouveau dans cette triple transition, marché, démocratie, question nationale, ce qui n'était pas le cas dans les pays où cette transition avait eu lieu précédemment. Mais il y a une infime partie de la population qui bénéficie de cette transition, qui profite de ce passage à l'économie de marché, Galia Ackerman. Écoutez, je vais peut-être dire quelques mots pour compléter ce que Françoise vient de dire. C'est vrai que tout ce programme de privatisation et de libéralisation de l'économie a été élaboré par des spécialistes de Harvard qu'on a spécialement invités, qui avaient des idées ultra-libérales et que ce modèle n'était pas complètement applicable, tout simplement parce que dans tous les pays que Françoise vient d'énumérer, comme Espagne, Portugal, Amérique latine, il y avait certes des dictatures, mais il n'y a jamais eu
d'absence de propriété privée. C'est-à-dire que le passage à une économie plus libérale était infiniment plus simple. Maintenant, ce qui s'est passé avec ces vouchers, c'est absolument incroyable parce que personne ne savait quoi faire de ces vouchers. Il faut dire que ces gens n'ont jamais été propriétaires de quoi que ce soit, à part leur manteau et au mieux leur voiture. Vous voyez, même pas d'appartement, rien. Il fallait sortir de 74 ans d'économie planifiée. Et donc, les vouchers étaient quelque chose de totalement abstrait. La plupart des gens les ont vendus, souvent contre une bouteille de la vodka. Et c'est là qu'on arrive, donc le moyen de paiement universel, qui ne perdait pas sa valeur. Lui au moins. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y avait ce qu'on appelait les directeurs rouges, c'est-à-dire les directeurs d'entreprises d'État, qui en ont très rapidement profité parce que c'est eux qui rachetaient, pas directement via d'autres personnes, etc., mais en fait, très vite, il y avait des gens qui sont devenus propriétaires d'un nombre très important de vouchers qui leur permettaient simplement de privatiser l'entreprise à leur profit. Oui, parce qu'on pense souvent aux oligarques, mais il faut aussi évoquer tous les petits entrepreneurs qui ont profité de cette transition. Petits, grands. Ensuite, il y avait quelque chose qui a commencé encore à la fin de l'époque soviétique, à savoir, il n'y avait pas encore, à la fin de l'époque soviétique, de la bourse dans le sens occidental du mot, mais il y avait une bourse aux matières premières. Et dans cette bourse, les gens qui étaient actifs, c'était en fait les profiteurs, c'était surtout des jeunes activistes, pas tellement du parti, mais du Komsomol, dont d'ailleurs... La jeunesse communiste. La jeunesse communiste, dont d'ailleurs le célèbre futur oligarque Mikhail Khodorkovsky, mais tant d'autres. Vous savez, j'ai une fois, il y a très très longtemps, interviewé Oleg Deripaska, qui est le roi de l'aluminium, si on peut dire, et qui était exactement de cette génération-là, pour lui demander comment il a constitué sa fortune. Eh bien, il était trader de, disait-il, paquets d'aluminium dans cette bourse aux matières premières. Mais je vous demande, qui donne à un étudiant de 20 ans des paquets d'aluminium pour les vendre? C'est-à-dire, c'était déjà les directeurs d'usines, les directeurs de mines, oui, etc. Ceux qui ont fait fortune étaient ceux qui avaient déjà commencé à profiter de la perestroïka. Bien sûr, bien sûr. Et eux, ils ont reçu la possibilité de s'enrichir rapidement. Et ensuite, c'est eux qui ont ouvert les premières banques, dont le même Khodorkovsky. C'est comme ça que, si vous voulez, ça profitait aussi même aux certains commerçants, parce qu'à l'époque, tout le monde était pauvre, mais il y avait des gens qui allaient en Chine, par exemple, pour acheter des marchandises, des vêtements, de l'électroménager, très bon marché, les ramener, les vendre, etc. Oui, c'est ce que décrit Svetlana Alexievitch. Elle décrit comment les magasins se remplissent de jeans, de manteaux fourrés, de lingerie féminine, de jolies vaisselles. Et cela provoque un vrai enthousiasme, Françoise Dossé, dans une partie de la population russe. Oui, il faut là peut-être revenir à nouveau un peu en arrière de ce qu'ont été les années 70 et 80, où il y avait à la fois cette stabilité soviétique brejnevienne finissante, disons, et de l'autre un intérêt croissant pour la culture occidentale, pour les biens de consommation occidentale, où on commençait, voilà, on s'intéressait aussi aux phénomènes culturels qui se passaient en Occident, etc. Donc une envie de consommation, effectivement, qui se déploie dans le pays, mais dans ce contexte où la population s'appauvrit très rapidement. Donc c'est cette tension extrême entre, d'un côté, cette soif de consommation, d'accession à des biens voilà, de consommation courant, et puis de l'autre, la difficulté économiquement à survivre tout simplement. Donc on voit bien les tensions extrêmes que ça crée dans la société. Je me souviens parfaitement du premier supermarché que j'ai vu, des centaines d'emballages différents, c'était dingue. Des jeans, des manteaux fourrés, et les nouveaux magasins, les restaurants, là, c'était comme des décors d'un autre monde. Le premier McDo, place Pouchkine.
Des kilomètres de queue devant, des gens, des adultes, des gens cultivés, qui gardaient les boîtes en carton et les serviettes en papier comme des objets sacrés. Ils les collectionnaient et les exposaient chez eux sur une étagère ou dans des vitrines. Après son premier voyage à l'étranger, je me souviens, Vladim m'a dit « La liberté, ça sent une bonne odeur de saucisse, bien grasse. » Ma première affaire, mon premier business, moi c'était au lycée, je me suis mis à vendre des jeans délavés. Ah, à l'époque de mon père, tu prenais 3 piges pour ça. Faire du commerce, c'était un crime. C'est pas la CIA qui a détruit l'Union soviétique, non. On a tout bousillé nous-mêmes. On en rêvait d'avoir chez nous des McDo, des hamburgers tout chauds, de se payer des Mercedes, des lecteurs vidéo en plastique, d'avoir des films porno en vente libre dans les kiosques, comme vous. Voilà une adaptation radiophonique de La fin de l'homme rouge par Alexandre Planck pour France Culture. On voit bien qu'il y a dans ces années la naissance d'une société de consommation et une infime partie de la population qui réussit à tirer parti de cette nouvelle économie. On le disait, à la fois des petits et moyens entrepreneurs et puis des oligarques, Françoise Dossé. Oui, alors en fait, ces réformes économiques, elles sont mises en œuvre effectivement par ceux qui appartenaient au Parti communiste d'Union soviétique ou au Komsomol et qui représentaient d'une certaine façon l'aile réformatrice du parti, ce qu'on a appelé la grande conversion, c'est-à-dire c'est cette nomenclature soviétique qui va se convertir au marché et qui va en tirer les premiers fruits, alors que des groupes, je pense notamment à la dissidence par exemple, vont rester à l'écart en fait, à la fois des réformes économiques et des réformes politiques. Et donc cet enrichissement de ces élites bureaucratiques qui vont devenir des élites économiques se fait sur quelques années et se fait surtout au détriment de l'État russe qui, lui, s'affaiblit considérablement au point que l'État russe, au milieu des années 90, n'est quasiment plus en mesure de payer ses fonctionnaires. Les enseignants ne sont plus payés, les retraites ne sont plus payées, donc l'État est au bord de la faillite. Il va d'ailleurs faire faillite en 98. En 96, Boris Eltsine doit être réélu. Il y a des élections présidentielles qui sont prévues. Or, l'État n'a plus d'argent. Le président, voilà, comment réélire un président dans une situation quasiment de faillite de l'État? Et donc, Boris Eltsine va se tourner vers ces entrepreneurs qui ont commencé à faire fortune pour leur demander de prêter de l'argent en échange d'actions dans les grandes entreprises des matières premières de l'État. Et donc, c'est ce qu'on appelle les pré-contractions, où en fait les entrepreneurs prêtent de l'argent à Boris Eltsine pour sa campagne électorale et en échange, il leur donne en fait la richesse de l'État russe, possédée par l'État russe. Et c'est là qu'apparaissent les oligarques, c'est-à-dire ces personnages qui vont s'enrichir, mais là dans des proportions absolument gigantesques, mais qui vont prétendre aussi jouer un rôle économique auprès du pouvoir politique. Et donc, on va avoir notamment Boris Berezovsky, par exemple, qui à la fois finance Boris Yeltsin, mais qui en même temps obtient des fonctions politiques au sein du gouvernement. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître cette figure des oligarques qui, à la fois, dominent l'économie et le système politique. Et la transition vers cette économie libérale est tellement brutale que le putsch raté d'août 1991 apparaît aux yeux de certains, de beaucoup peut-être, comme une occasion manquée, Gaïa Ackerman, un événement qui aurait pu changer totalement le cours de l'histoire? Mais il y avait 2 événements qui auraient pu peut-être changer le cours de l'histoire. Je ne suis pas sûre que pour le meilleur. C'est le putsch manqué quand Boris Yeltsin a su mobiliser les foules devant la Maison Blanche et en fait le putsch n'a pas été soutenu par l'armée. Le Parlement Ce russe. qui est le plus important, c'est que l'armée n'a pas bougé. Et il y avait des ordres, mais ils n'ont pas été exécutés. Et ensuite, il y avait une deuxième occasion manquée pour ceux qui voulaient retourner en arrière. C'était la révolte au Parlement en 93, en automne 93. Le Parlement, qui s'appelait pas encore la Douma, c'était encore l'émanation de l'époque soviétique, le Soviet suprême, qui a été dominé par les communistes élus dans les élections libres, parce que les gens encore, beaucoup de gens ordinaires, avaient la foi en ces gens-là.
Et donc, le Parlement a voulu destituer Boris Yeltsin parce qu'il croyait que Yeltsin prenait une fausse route, surtout avec la débâcle économique. Et Yeltsin qui a voulu dissoudre le Parlement. Et donc, ça s'est terminé par une confrontation sanglante. On a tiré sur le Parlement avec des canons. Il y avait des morts. D'ailleurs, on ne sait pas à ce jour le nombre de morts. Tous les libéraux à l'époque, tous les démocrates à l'époque ont soutenu cette décision d'Eltsine d'attaquer le Parlement parce qu'il y avait une sorte d'épouvantail. Ah oui, les communistes vont revenir. Oui, et cette nostalgie du communisme, elle est omniprésente dans l'œuvre d'Alexievitch. Écoutez. Je garde mon passeport soviétique comme l'objet le plus précieux que je possède. Oui, nous faisions la queue pour des poulets bleuâtres et des patates pourries. Mais c'était ma patrie. Je l'aimais. Je vivais dans un grand pays. La civilisation soviétique. Certaines personnes avaient besoin qu'elle n'existe plus. C'est une opération de la CIA. Nous sommes déjà gouvernés par les Américains. Ça y est, c'est le bonheur, Il y a du saucisson et des bananes. On se vautre dans la merde et on ne bouffe que de la nourriture importée. Au lieu d'une patrie, on a un immense supermarché. Sous les communistes, c'était une cuisinière qui dirigeait l'État, comme disait Lénine. Des ouvriers, des treilleuses, des tisseuses. Mais maintenant, ce sont des bandits qui siègent au Parlement. Des millionnaires en dollars. C'est en prison qu'ils devraient être et pas au Parlement. Ah, on s'est bien fait avoir avec cette perestroïka. Je suis née en URSS et je m'y plaisais. Mon père était communiste. Il m'a appris à lire dans la Pravda. À chaque fête, nous allions assister au défilé, les larmes aux yeux. J'ai été pionnier, je portais un foulard rouge, et puis Gorbatchev est arrivé. Je n'ai pas eu le temps de devenir comme Somol, et je le regrette. Je ne veux pas aller en Amérique, je veux aller en URSS. Galia Ackerman, il y a dans les témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch l'idée selon laquelle l'État et sa grandeur sont plus importants que le bonheur et le bien-être de ses citoyens. C'est comme ça qu'ont été élevés les soviétiques. D'ailleurs, j'ai toujours été frappée par la façon de gens de dire en parlant de l'Union soviétique, nous on parle Macron, direction française, on ne s'identifie pas automatiquement avec le régime. Aujourd'hui c'est Macron, demain ça va être quelqu'un d'autre, etc. Mais là, les gens disaient nous. L'Union soviétique, c'est nous. En fait, c'était une très fausse impression parce que les gens ordinaires n'avaient aucune possibilité de décider de quoi que ce soit en Union soviétique. Et il y avait déjà des inégalités économiques très fortes. Énormes. Mais il y avait cette idée que oui, on a des défauts chez nous, mais c'est nous qui avons envoyé le premier homme dans le cosmos, c'est nous qui avons... notre balai est le meilleur du monde, nous avons l'armée la plus forte du monde, tout le monde a peur de nous. Et c'est vrai, il ne faut pas l'oublier que l'Union soviétique, économiquement, n'était pas un très grand pays, mais il y avait une influence politique énorme. C'est pour ça qu'il y avait la guerre froide entre deux entités, parce que l'entité soviétique, c'était pas seulement l'Union soviétique, c'était aussi l'Europe de l'Est, c'était aussi dans différentes périodes la Chine et autres pays communistes comme le Vietnam, la Corée du Nord, Cuba, etc. Mais aussi ce qu'on appelait à l'époque les pays non alignés, ce qu'on appelle aujourd'hui plus ou moins le Sud global. Et donc, on sentait que oui, nous appartenons à quelque chose de très fort et de très important. Et c'est une nostalgie qui a pris une place de plus en plus importante dans la société russe, Françoise Dossé, dans les années 90. Alors en fait, dans les années 90, effectivement, la population accède aux libertés, notamment aux libertés politiques, mais perd cette forme de stabilité, d'abord économique, qui régnait à la période brejnevienne, et
perd cette idée de la grandeur d'un État qui est de plus en plus contestée. Il faut peut-être quand même dire quelques mots aussi de la guerre en Tchétchénie, par exemple, qui commence en 94. Hein. Et on voit bien aussi tous ces territoires au sein même de la Russie qui aspirent à des formes d'indépendance, ce qu'on appelle à l'époque le fédéralisme asymétrique, hein, où chacun, au fond, a envie de s'émanciper de la tutelle de Moscou. Donc on voit bien cet État qui est même menacé de désagrégation, tout simplement, hein, dans les années 90. Ensuite, ça nourrit une nostalgie, certes, mais c'est surtout cette nostalgie, me semble-t-il, va être Bien sûr. instrumentalisée très nettement à partir du début des années 2000 par le nouveau chef de l'État qui va bâtir sa popularité justement sur la dénonciation du chaos des années 90. Ce qui est très important, c'est que Vladimir Poutine, en fait, dénonce le chaos, ce qu'il appelle le chaos surtout politique. Donc il va remettre en cause les acquis démocratiques des années 90. En fait, il va remettre assez peu en question les questions, enfin, le marché et le fonctionnement libéral, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'il met fin au pluralisme politique, au multipartisme, etc. Et en fait, il garde une partie des réformes économiques. Certes, il jette en prison quelques oligarques encombrants qui lui font de l'ombre, mais globalement, en fait, on reste dans un système où les grandes entreprises ont été privatisées, on place à leur tête des proches du chef de l'État, mais on reste dans un système quand même qui capitalise sur la privatisation des années 90. Donc voilà, c'est ça, cette nostalgie, elle est au fond utilisée par Vladimir Poutine, hein, pour justifier son accession au pouvoir et pour s'y maintenir, comme vous le voyez, très, très longtemps. Les années Poutine, dans les années 2000, apparaissent aussi dans l'œuvre de Svetlana Alexievitch. C'est en fait la deuxième partie de la fin de L'Homme rouge qui s'appelle La fascination du vide. Écoutez. Les années 2000, les années Poutine, c'est quoi? Des années grasses, grises, brutales, tchéquistes, brillantes, stables, souveraines, orthodoxes. La Russie a été, est et sera toujours un empire. Nous ne sommes pas simplement un grand pays. Nous sommes une civilisation à part, russe. Nous avons notre voix à nous. Je veux vivre dans un empire. Poutine, c'est mon président. Maintenant, on a honte de se dire libéral, comme on avait honte il n'y a pas longtemps de se dire communiste. On peut se faire casser la figure devant un kiosque à bière pour ça. Le capitalisme ne va pas s'implanter chez nous. L'esprit du capitalisme nous est foncièrement étranger. Il ne s'est pas propagé au-delà de Moscou. Ce n'est pas le bon climat, ni les hommes qu'il faut. Le russe n'est pas rationnel, ni mercantile. Chez nous, ce n'est pas le bon capitalisme. On peut dire qu'ici, on a le capitalisme, mais pas de capitalistes. Les oligarques russes ne sont pas des capitalistes, ce sont des voleurs, tout simplement. Comment voulez-vous que d'anciens communistes et d'anciens komsomols deviennent des capitalistes? Je n'ai aucune pitié pour Rodorkovski. Il n'a qu'à pourrir en prison. Que vous inspire ce témoignage, Galia Ackerman? C'est assez typique, je dirais. Maintenant, c'est en partie faux. C'est-à-dire, le pays a bel et bien été privatisé. D'ailleurs, maintenant, il y a une sorte de renationalisation à cause de la guerre, à cause de l'effort de la guerre. Mais tout simplement, ce qu'il faut dire que c'est pas du tout, en effet, un capitalisme de type occidental, parce que le capitalisme de type occidental, aujourd'hui, c'est un capitalisme qui, quand même, prend en compte, on peut dire, l'état social, la nécessité de repartager le gâteau d'une façon un peu plus équitable. Et ensuite, le capitalisme occidental est basé surtout sur la classe moyenne. Il y a en moyenne 70%, peut-être même plus, par exemple, de Français qui appartiennent à la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne qui est porteuse de démocratie, parce que la classe moyenne qui a de la propriété, qui a des droits, etc., a besoin d'un système démocratique avec une justice indépendante pour
se protéger elle-même. Et donc c'est parce que cette classe moyenne n'a pas suffisamment émergé en Russie qu'il n'y a Elle pas elle l'opposition politique qu'il pourrait y avoir dans ce pays? Elle a complètement pas émergé parce que elle a un peu émergé sous Yeltsin, mais ce n'est pas allé très loin dans l'atmosphère de la débâcle économique plus ou moins permanente. Mais ensuite, sous Poutine, très clairement, c'est le grand capital qui a été favorisé au détriment de la classe moyenne pour les raisons politiques, je pense. Et donc, prenez par exemple un exemple très simple. En France, il y a énormément de pharmacies. Vous venez à Paris, dans chaque rue, il y a 3 pharmacies à peu près. Ces pharmacies, pour la plupart, n'appartiennent pas à la même personne. C'est des pharmaciens indépendants et donc qui font de la concurrence en quelque sorte. En Russie, il y a des réseaux. Réseau de supermarchés, réseau de pharmacies, réseau de ceci, réseau de cela, parce que le grand capital est beaucoup plus facile à manier. Ces gens ont d'une part plus à perdre et donc ils sont plus dociles. Et ensuite, vous tenez vous tenez toute une industrie, voyez? Et donc, pendant tout le règne de Poutine, il y a eu énormément, d'une part, d'actes, tout simplement d'accaparement d'entreprises. Et en même temps d'instrumentalisation, comme Françoise le disait, de cette nostalgie. Il y a cette formule qui est célèbre hein, de Vladimir Poutine, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Il ajoute, celui qui voudrait la recréer sous la même forme n'a pas de tête. Il a aussi dit que la chute de l'URSS avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Lorsque le livre d'Alexievitch paraît en 2013, La fin de l'homme rouge, beaucoup croyaient encore en Russie que l'avenir serait à la fois plus prospère et plus démocratique. Françoise Dossé, l'avenir, évidemment, la suite ne leur a pas donné raison. Non, malheureusement, je voulais juste rappeler quand même que l'économie russe est une économie de la rente, une économie de la rente pétrolière, et qu'en fait, Vladimir Poutine, malgré tout, dans les années 2000, bénéficie de cours internationaux du pétrole qui sont élevés et qui vont lui permettre de relever en partie le niveau de vie de la population, ce qui nourrit aussi sa popularité, c'est-à-dire qu'il paye les salaires des fonctionnaires, les retraites, etc. Donc il y a quand même une forme de fait, hein, d'amélioration du niveau de vie de la population dans les années 2000, sur laquelle il construit voilà, sa longévité politique. Mais il y a un retournement dans les années 2010. Voilà, et en fait, en 2011-2012, hein, vous vous souvenez de l'intermède Medvedev, quand Medvedev est président, Poutine Premier ministre, en 2011-2012, la société demande la démocratie, c'est-à-dire ne veut pas du retour de Vladimir Poutine au pouvoir. Et donc, on assiste là à des grandes manifestations qui laissent espérer effectivement voilà, une explosion démocratique en Russie. Et malheureusement, la répression va être telle que là, on voit bien à l'œuvre l'action des services de sécurité hein, qui vont poursuivre très durement tous ceux qui se sont engagés dans ces mouvements de protestation. Et à cela s'ajoutent des années de marasme économique. Et des années de marasme économique. Et dont on voit aujourd'hui à quoi elles mènent. C'est-à-dire que le projet qui est proposé à la population, c'est ce projet belliciste, hein, impérialiste, qui consiste à aller envahir le pays voisin et à relancer l'économie de guerre, le complexe militaro-industriel. Donc malheureusement, voilà, les espoirs ne se sont pas réalisés. Et pour conclure cette discussion avec les mots de Svetlana Alexievitch, la façon dont il vivait dans l'âme des gens, c'est toujours cela qui m'attire, ce petit espace, l'être humain. Un être humain, en réalité, c'est là que tout se passe. Merci beaucoup Galia Ackerman et Françoise Dossé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Galia Ackerman, dirigé avec Stéphane Courtois, le livre noir de Poutine qui est paru chez Robert Laffont. Françoise Dossé, on peut vous lire dans La Russie post-soviétique, paru à la Découverte. Merci beaucoup à toutes les deux.